Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite critique. Ma première critique sur Mourir peut attendre vous a pas mal plu, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience à nouveau d'une critique en improvisation. Alors bien sûr, j'improvise totalement mon texte, mais j'ai quand même pris quelques petites notes. Voilà. Au cas où. Avant toute chose, dans ma dernière vidéo sur Professeur Layton et le destin perdu, je vous avais demandé de donner un petit nom à ce cactus dans les commentaires. Le commentaire le plus liké étant Brovert, ça devait être son nom, mais je l'ai légèrement modifié pour l'appeler Donald Brover. Certains auront la ref. Bon, maintenant on peut passer au film du jour, qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, Godzilla vs Kong. Et c'est là où je prends mes petites notes. Donc c'est un film qui est sorti le 22 avril 2021, directement en VOD. Ce qui est bien dommage parce que ce genre de film un peu titanesque, avec des grosses images, des personnages énormes, et bah forcément, on aimerait bien le voir au cinéma. C'est réalisé par Adam Wingard, et si vous connaissez pas Adam Wingard, déjà c'est lui. Voilà. Bonjour. Et surtout, c'est le réalisateur de petits films d'horreur, pas forcément connus du grand public, mais récemment il a fait le reboot de Blair Witch, qui n'a ni convaincu la critique, ni une majorité du public, et il a surtout sorti ça. Ouais, c'est lui. Vous en avez forcément entendu parler, Death Note sur Netflix, qui n'a ni plu à la critique, ni à une majorité des spectateurs. Et bah moi, je l'ai vu, et je m'en rappelle plus, donc je pourrais pas vous donner un avis constructif sur le film. D'un autre côté, le fait de voir un film et de pas s'en souvenir, ça veut tout dire. C'est quand même du coup assez étonnant de retrouver ce genre de réalisateur sur un gros blockbuster comme peut l'être Godzilla vs Kong. Mais quand on connaît un petit peu comment sont gérés les blockbusters en interne, le choix notamment des réalisateurs, c'est plus trop surprenant quand on connaît un petit peu comment les réalisateurs sont choisis. Au casting, on retrouve Alexander Skarsgård et Millie Bobby Brown, avec également par exemple Kyle Chandler dont le personnage ne sert pas vraiment à quelque chose. Voilà, la critique commence, boum, ce personnage-là, j'ai pas compris vraiment à quoi il servait. À part pour dire, ah bah il était là dans Godzilla 2, donc on le met dans le film Avengers du Monstroverse. Parce que oui, Godzilla vs Kong, c'est un peu le Avengers du Monstroverse, comme je viens de le dire. C'est un film réunion, après Kong Skull Island et Godzilla 1 et 2, il fallait bien qu'à un moment les deux titans se croisent. Surtout après le teasing qu'il y a eu à la fin de Godzilla 2. Je pense que je ferai sans doute une vidéo sur mon avis sur le Monstroverse parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment que les films sont très inégaux. C'est-à-dire que Kong Skull Island c'était plutôt cool, Godzilla c'était pas mal, Godzilla 2, il y a quelques petits soucis, et Godzilla vs Kong, ça donne quoi? Comme pour Mourir peut attendre, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Le timecode de la partie spoiler est juste ici. Voilà. Il est beau, hein. Et du coup, on va commencer par une partie où je vais essayer de ne pas spoiler. Godzilla vs Kong, ça raconte quoi? Ça raconte que deux énormes titans se foutent sur la gueule. C'est ça, en gros. Alors certes, il y a quand même une histoire derrière. Pour résumer très grossièrement, une équipe de chercheurs va être envoyée au centre de la Terre pour trouver de l'énergie dans ce qu'on appelle la Terre creuse. Mais pour cela, ils vont avoir besoin de l'aide de Kong, tout en se méfiant de la présence de Godzilla. Car si les deux titans se croisent, il va forcément y avoir un duel pour choisir lequel des deux est le vrai roi des titans. Dans ma critique de Mourir peut attendre, j'ai commencé par le négatif avant d'enchaîner sur le positif, cette fois-ci je vais faire l'inverse. Tout d'abord au niveau de l'ambiance et de cette envie de nous donner une impression vraiment de gigantisme de la part des deux titans, de créer vraiment un monde où l'humain est tout petit, bah ça fonctionne bien. J'aime beaucoup la BO du Monstroverse, peu importe le film, j'aime vraiment les BO en général de cet univers. Également les effets spéciaux sont bien foutus, j'avais vraiment tendance à y croire. Perso, je pense que si t'y croyais, c'est juste parce que t'es totalement teubé. Quoi? Donc artistiquement, on est sur un film où t'as vraiment l'impression de gigantisme. T'as vraiment l'impression que voilà, t'as des titans qui se battent devant toi, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il soit pas sorti au cinéma, parce que ça aurait eu un rendu final totalement différent que de le voir sur sa télé ou sur son ordinateur. En plus, quand on a vu les autres films du Monstroverse, comptez le nombre de fois où je vais dire Monstroverse dans cette vidéo, et bah on sait que on suit une ligne directrice artistique très cohérente. Et là, on garde encore cette même ligne. Pour m'expliquer un peu plus là-dessus,
on a des plans, on a une colorimétrie qui vont être un peu similaires sur tous les films de cet univers. C'est un peu une critique qui est faite au MCU, c'est que les films se ressemblent un peu tous artistiquement, à part quelques petits ajustements en fonction du super-héros qui est présenté. Sauf que, certes, ça montre une facilité au niveau artistique, mais d'un autre côté, ça permet de créer un univers vraiment cohérent et de suivre l'histoire du début jusqu'à la fin. Donc, moi personnellement, je vois pas ça négativement que des films se ressemblent s'ils se déroulent dans le même univers. Ça me semble même logique. Pause. Vous voyez cet écran noir derrière moi ? Eh bien, en fait, c'est la bande-annonce de Godzilla vs Kong. Et j'étais censé la faire tourner pendant toute la vidéo derrière moi. Sauf que j'ai oublié, et bah du coup, vous avez cet écran noir. J'avais pas vraiment le temps de retourner la vidéo, du coup, bah désolé. Mais vous avez Brover, et il est quand même très très beau. Par contre, le problème, c'est que on a beau avoir un film qui est assez joli en termes de colorimétrie, il y a des plans qui me plaisent vraiment beaucoup, et bah le problème c'est le scénario. Parce que, à plusieurs reprises, je me suis demandé, est-ce que c'est logique ? Qu'est-ce que ce détail vient faire là ? Est-ce que c'est normal ? Parce que le film veut te balancer des petits détails comme ça, sans te l'expliquer, juste on te les donne. Ils sont là. Tu voulais aller explorer une partie du monde, boum, on a déjà fait un vaisseau qui y va. Voilà, j'ai été assez vague sur cette idée-là, par exemple, pour pas vous spoiler et donner des noms, donner des moments précis, mais on est sur ce niveau-là. En fait, il n'y a pas de grosse incohérence, mais il y en a plein de petites. Ce qui fait que bah forcément, à des moments, quand tu les repères, ces incohérences, tu sors un peu du film, et tu te poses des questions. Après, c'est un blockbuster, donc forcément, il y a plus de failles que dans certains autres films. Et des films sans incohérence, c'est dur à trouver. Je pense que ça existe, mais c'est dur à trouver. Du coup, si je devais vraiment résumer le film globalement, ce serait un film artistiquement plutôt propre, assez joli, qui ne va pas réinventer le cinéma, bien sûr. Ça reste un blockbuster, qui va avoir des plans typique de blockbuster, mais il y a quelques petites incohérences qui font un peu sortir du film. Cependant, au niveau du divertissement, quand il y a des scènes de combat, on est servi. Donc c'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement. À vous de voir ce que vous voulez. Là on rentre un peu plus du coup dans les détails avec la partie spoiler, et je vais un peu plus énumérer toutes ces petites incohérences dont je vous ai parlé. Par exemple, j'ai noté la scientifique qui part en mission pour emmener Kong dans la Terre creuse, pourquoi elle emmène son gosse ? À quel moment, dans une mission où tu risques de potentiellement mourir, tu te dis « Go, j'emmène ma gosse ». Pourquoi est-ce qu'on choisit d'envoyer un auteur de livres scientifiques et une scientifique dans cet endroit potentiellement dangereux, alors qu'on pourrait y envoyer des militaires par exemple ? Pourquoi on envoie ces gens-là et pas des gens armés en fait ? Puis pourquoi quand on nous présente Lind, on nous dit que personne ne croit sa théorie de la Terre creuse, alors qu'il y a des preuves scientifiques qui nous sont données dans le film. Et aussi, on nous précise pas forcément quand est-ce que le film a lieu. On nous dit juste, bah c'est après Godzilla 2 et débrouillez-vous. Du coup, bah je suis allé voir sur internet et le film se passe 5 ans après Godzilla 2. Donc, l'entreprise de Simons a mis seulement 5 ans à développer des technologies gravitationnelles. Genre, à développer des navettes qui coûte 3 fois Vegas en électricité. Il y a plein d'incohérences comme ça, il y a plein de détails que j'ai pas pigé sur l'instant, peut-être qu'on pourra me l'expliquer en commentaire, mais il y a plein de détails où je suis passé à côté et où du coup bah, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Après comme je vous l'ai dit, au niveau du spectacle, on est servi. Toutes les scènes de baston, que ce soit sur le bateau, que ce soit dans la ville, même dans la ville, elle est vraiment bien cette scène. La scène de baston dans la ville, quand il n'y a pas encore Mecha Godzilla, elle est vraiment bien cette scène. Moi j'ai beaucoup aimé au niveau des couleurs justement, vu qu'on s'est déplacé à Hong Kong il me semble, et bah on a tous ces bâtiments colorés, vraiment la colorimétrie m'a beaucoup plu, et les scènes de baston également. Et aussi un truc que j'ai pas précisé dans la partie sans spoil, et que je précise du coup ici, c'est que le monde intérieur, donc celui de la Terre creuse, est très intéressant, j'ai trouvé visuellement, au niveau des créatures qui nous sont présentées, surtout au niveau des créatures, on a des bonnes idées. Sauf que voilà, on a aussi des personnages qui servent pas vraiment à grand chose, comme celui de Kyle Chandler, comme je l'ai dit dans l'intro. On a, alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais une critique des complotistes, un passage sur l'eau du robinet, que j'ai trouvé assez drôle en vrai. Moi en tout cas je l'ai interprété comme une critique des complotistes. Stop. Explique-leur. En gros, Farb filme avec son téléphone, et celui-ci n'a plus de place. Il doit donc enlever les premiers rushs pour pouvoir poursuivre le tournage. Du coup les frérots, si vous voyez un léger changement au niveau du cadre sur la suite de la vidéo.
Eh bah c'est normal. Voilà, ok, on reprend et on conclut. Godzilla vs Kong n'est pas un mauvais film, mais ce n'est pas un grand film. C'est un bon divertissement. C'est un blockbuster comme on peut en voir très souvent, avec des bonnes scènes d'action et quand même quelques petites tentatives au niveau de la colorimétrie et du montage. Comme pour beaucoup de blockbusters, le problème de ce film sont les petites incohérences scénaristiques, qui, si elles sont remarquées, font un peu sortir du film. Je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant Godzilla vs Kong, parce que c'est pas vrai, j'ai passé un bon moment. Ce film m'a bien diverti et c'est pour ça que je parle plutôt de cette œuvre comme un divertissement, plus que comme un vrai film. Faut s'imaginer un peu qu'en fait, Godzilla vs Kong, c'est un match de catch entre deux cadors. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, si vous avez vu Skull Island, si vous avez vu Godzilla et Godzilla 2, vous pouvez voir Godzilla vs Kong, et devinez quoi, si vous les avez pas vus, vous pouvez le voir quand même. Parce que je pense que même si on n'a pas vu les autres films du Monstroverse, on peut voir Godzilla vs Kong. Je vois pas d'éléments qui pourraient nous échapper en fait, si on n'a pas vu les anciens films. On va avoir quelques clins d'œil, quelques personnages, quelques scènes, quelques répliques, mais pas de gros moments où il faut avoir tout vu pour pouvoir comprendre. Et c'est là-dessus que je vais terminer ma petite critique. En espérant qu'elle vous a plu, comme pour ma critique précédente, c'est de la full impro. Après je me débrouille avec les notes que j'ai sous les yeux et avec le montage pour rendre ça un petit peu plus dynamique. En tout cas avec Brover on vous retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai plein de projets que je suis en train d'écrire, je sais pas trop ce qui va sortir, c'est le bordel. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air également, ça fait toujours grandement plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à me recommander des films en commentaire. J'ai vu que des gens m'en avaient recommandé sous la vidéo sur les Mitchell, et je compte bien regarder ce qu'on me recommande. J'aime bien recevoir des recommandations parce que souvent ça tourne autour de films que je ne connais pas, ou très peu. Et ça me permet un petit peu plus de m'encourager à les découvrir. Sur ce, portez-vous bien, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que mon pull n'est pas surexposé. Ciao!